Hello everyone. Salut les amis, nous chez vous, c'est vous et nous. Comme toujours, on est ravis de vous retrouver et de vous savoir de plus en plus nombreux à suivre vous et nous. Au programme cette semaine, le parcours admirable d'une Zimbabwéenne qui aide sa communauté depuis les États-Unis. En parlant de parcours, on découvrira aussi l'histoire d'une immigrante en provenance de Chine, une scientifique qui s'est reconvertie en restauratrice. Intéressant. Puis nous irons au Niger pour découvrir cette initiative du comédien Maman qui ambitionne d'ouvrir une école du rire à Niamey. Au menu, comme d'habitude, hashtag vous et nous et l'anglais express ne manqueront pas. Messieurs, Mr. Sportissimo, Monsieur Yacouba Ouedraogo nous revient aujourd'hui avec du nouveau. Mais d'abord, on décolle, sans plus tarder, direction le Sénégal, Ekia. Tout à fait. Défi relevé pour deux jeunes pilotes sénégalais dans le sillage des pionniers, Jean Mermoz ou encore Antoine de Saint-Exupéry. Ils ont exécuté un vol entre Saint-Louis du Sénégal et Paris à bord d'un petit avion de 4 places et ont effectué il y a quelques jours le vol retour. Ils ont atterri dans leur aéroclub de Dakar où des dizaines de personnes étaient venues les attendre. Le reportage est d'Alison Lekogo Fernandez. Exténués mais heureux. Biram Koulibaly, 36 ans, et Maodo Ndiaye, 25 ans, sont de retour au bercail après avoir passé plus de 50 heures dans les airs en quelques jours, avoir foulé le sol de 5 pays différents dans le sens aller et retour et parcouru près de 10 000 km. Un rêve d'enfant pour ces deux natifs de Dakar, dont l'un, le plus jeune, est pilote professionnel et l'autre agent dans le marketing mais passionné d'aviation. Le projet s'est concrétisé il y a quelques mois à peine, en février dernier, au cours d'une conversation entre les deux amis. Biram et moi, on s'est assis au niveau du bar de l'aéroclub et on s'est dit pourquoi pas ramener un avion jusqu'en France, quoi. Parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de rallyes qui venaient d'Europe. On s'est dit pourquoi pas essayer de faire l'aéropostale de Jean Mermoz dans le sens inverse. Ce serait un bon défi. En 4 mois, les deux compères trouvent des sponsors pour financer leur projet, mettent leur petit avion de 4 places aux normes internationales, préparent leur itinéraire et s'occupent de la maintenance de leur engin qui ne dépasse pas les 5h30 d'autonomie. Un vrai défi technique, logistique et humain pour les deux pilotes. Arrivé en France, en fait, quand on a atterri, déjà Maodo et moi on s'est regardés, on s'est dit ouais on y est. Et ensuite, quand on a roulé pour aller au parking, on ne se rendait pas compte qu'il y avait autant de monde qui nous attendait en fait. Ça nous a énormément touchés. Et je peux vous dire que le moment de garer l'avion, on était en train de trembler, Maodo et moi. Déjà, on avait peur de descendre et surtout, on avait une petite fierté de se dire on l'a amené jusqu'ici cet avion en fait. Lors de ce premier exploit, Biram et Maodo ont pris goût au défi. Ils souhaitent d'ici quelques mois partir à la conquête de l'Afrique avec leur petit monomoteur. Mais avant, ils ont à cœur de se rendre dans les écoles sénégalaises pour partager leur expérience et faire comprendre à la jeunesse de leur pays qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Waouh. Moi, je te vois bien pilote aussi. Non, sérieux. Tu me vois faire beaucoup de choses. Je vois faire beaucoup de choses. Il n'y a pas sérieusement, je vois pas quelque chose que Ekia ne peut pas faire. Moi, ce serait plus Formule 1. Dans les airs, là, tu franchement... Tu vois, je savais. Si tu peux faire Formule 1, tu peux faire non, c'est pas la même chose. Waouh, bravo en tout cas ces jeunes, bravo. Et tout de suite les amis sportifs, je sais que vous êtes prêts, nombreux, parce que tout de suite c'est Sportissimo. Voilà, il est avec nous, Merci Yacouba. Yacouba d'être avec nous. Tu nous as beaucoup manqué. Merci, oui. vous m'avez beaucoup manqué aussi. Plus d'un mois. Oui, pourquoi tu es parti sinon? Tu sais bien qu'on a besoin de toi. Vous ne m'avez pas invité. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, on ne va pas passer à côté de la canne. Non, absolument. Et donc voilà. C'est trop bien, tu sais trop bien. Et donc bien évidemment, on va parler de la CAN. Et vous l'avez suivi, l'Algérie est montée sur le toit de l'Afrique, Et après 29 ans d'attente, c'est donc l'Algérie qui a été sacrée championne d'Afrique. Bravo à l'Algérie. L'Algérie qui a battu le Sénégal de Sadio Mané Haute. Et donc 1-0, vous l'avez suivi. Et donc c'est cela qu'il va s'agir dans Sportissimo aujourd'hui. Oh, super.
Ouais. Les Fennecs, justement, Ouais. certains les voyaient comme pas nécessairement favoris, d'autres les voyaient vraiment très soudés, même s'ils n'ont pas des équipes qui jouent dans des équipes qui sont avec des grands projecteurs pour certains. Est-ce que vous les voyez en excellents champions d'Afrique? Est-ce que, à votre avis, ils méritent vraiment ce titre? À la fin, oui. À la fin, l'Algérie fait vraiment une très belle championne d'Afrique parce qu'on a vu cette équipe-là venir en outsider et on avait plutôt cité le Maroc, l'Égypte, le Sénégal comme les favoris au titre final. Et finalement, l'Algérie a prouvé dès le début de la compétition qu'elle était venue avec des ambitions. Ils sont et soudés aussi. après la phase de poule, tout de suite, les observateurs ont dit que l'Algérie était la meilleure équipe de cette CAN-là. Et ils l'ont prouvé jusqu'en finale où ils ont décidé de jouer autrement. C'est vrai, pendant la finale, le Sénégal était un cran au-dessus, mais c'est dû au fait aussi que l'Algérie a marqué très tôt dans la rencontre et donc du coup, elle a décidé d'attendre. Les Sénégalais ont donc laissé la position de la balle au Lion de la Teranga, ce qui est arrivé. Mais quand on veut être champion, il ne faut pas tout le temps être au-dessus, en tout cas en football. Il ne faut pas tout le temps penser qu'on va dominer un match. Il faut savoir souffrir et à la fin remporter simplement. Et comme on le dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Le Sénégal a joué sa finale, l'Algérie l'a gagnée. Ils n'ont pas d'étoile, ça me fait mal au cœur. Le Sénégal n'a pas d'étoile. Ça va venir, ça va venir. Donc ça fait leur deuxième finale perdue. Oui. Et la dernière fois, c'était en 2002 face au Cameroun au tir au but, vous vous rappelez. Et cette fois-ci, bon, ce n'est pas allé au tir au but, mais écoutez, c'est ça le football. Alors parlons un peu, Yacouba, de ces temps forts, de vraiment, comme on dirait, des moments intenses vécus durant cette 32e édition. On a tous regardé, on a suivi, mais d'après vous, quels sont ces moments intenses? Je vois le Maroc qui baisse la tête à la fin de la rencontre contre le Bénin. Je vois l'Égypte de Mohamed Salah. Mohamed Salah qui commence à pleurer dès lors que l'Afrique du Sud marque. Ils étaient à la 87e minute, ils savaient qu'il restait juste 3 minutes et que c'était fini. Et donc, ce sont ces temps forts-là que je vois. Moi, ça m'a marqué parce qu'en fait, c'est de grosses équipes, c'est de gros champions. Et quand on voit ces gens-là baisser comme ça la tête, sans manquer de respect à l'équipe bien sûr qui est en face, parce que ce soit le Bénin, que ce soit Madagascar et autres, c'est vraiment un nivellement du football africain vers le haut, ce qui est intéressant, mais j'aime pas voir les champions perdre. Mohamed Salah qui a baissé la tête, il y a eu d'autres faits marquants bien sûr dans cette CAN, le Bénin, de très bons souvenirs, l'Afrique du Sud, de très bons souvenirs, Madagascar accueilli en héros, il y a la VAR qui a introduit un temps bien sûr dans cette CAN-là, il y a eu beaucoup bien sûr, voilà. Donc il y a eu beaucoup de surprises et de déceptions durant cette CAN et j'ai résumé tout cela dans ce sujet pour vous. L'Algérie historique, les Fennecs ont dessiné une deuxième étoile sur leur maillot en remportant le titre 29 ans après celui de 1990. Si elle était arrivée sur la pointe des pieds en Égypte, l'équipe de Riyad Mahrez s'est révélée jusqu'à devenir la maîtresse du continent, en partie grâce à son maître à penser. Il y a 10 mois, j'ai récupéré une équipe vraiment dans la difficulté, sans vouloir dramatiser, mais c'était vraiment dans la difficulté. Et réaliser tout ce qu'on a pu faire et se porter comme ça sur le toit de l'Afrique en 10 mois, c'est tout simplement extraordinaire. Vraiment extraordinaire comme cette CAN qui a déjoué les pronostics. Madagascar pour sa première participation et le Bénin ont apporté de la fraîcheur en atteignant les quarts de finale. Plus que de la fraîcheur, l'Afrique du Sud a glacé l'Égypte lors d'un 8e de finale historique. Bien évidemment, tout n'a pas été rose pour tous dans cette compétition. L'icône locale Mohamed Salah a vécu une quinzaine désastreuse. En plus de l'élimination piteuse dès les 8e de finale, Mo Salah a éveillé la colère d'une partie des Égyptiens à cause de son soutien à son coéquipier Amr Warda, accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel. Autre fait marquant, les gradins qui cherchaient des fans. À part pour les matchs du pays hôte et la finale, les stades étaient vides. N'empêche, le président de la CAF, Ahmad a vanté la réussite du tournoi, disant préférer des stades vides à l'insécurité. Vivement Cameroun 2021, pour qu'une fois de plus, l'Afrique célèbre son football. Cameroun 2021. Wow. S'ils y arrivent, parce qu'avec les stades, là, c'était pas ça. Ah bon? Ça devait être cette année. Cette année. Peut-être qu'ils vont y arriver. On espère que cette fois-ci seront prêts. Mais je finis quand même par dire, Yacouba, je suis désolé, tu n'as pas parlé de Fimbo, des Congolais, de la RDC. Madagascar a mis fin à votre film. Merci, je vois comment... C'est Madagascar qui vous a filmé. Qui en profite. Je n'ai pas parlé de ça, c'est pour ça que des fois, il faut s'abstenir. Écoute, les léopards ont essayé, comme on les appelle maintenant, les lions-pards, mais ils ont essayé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce temps, voilà. Tout autre chose à présent. Aujourd'hui, sur le continent africain, une fille sur 10 ne va pas à l'école quand elle a ses règles. D'autant qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter le paquet de protection hygiénique qui coûte trop cher.
Toute aide qui permet de lutter contre le décrochage scolaire des filles en Afrique est évidemment la bienvenue. Une jeune américaine d'origine zimbabwéenne installée en Virginie a pris le problème à bras-le-corps. Elle a collecté des dons dans son quartier et effectué un voyage au Zimbabwe afin de les remettre aux jeunes filles qui en ont vraiment besoin. Le reportage est de Feiza El Masri, il est relaté par Irénée Hermanombo. Les années passées dans le scoutisme ont permis à Nila Mpofu de s'apprêter à servir les autres. À l'époque où je recevais ma médaille d'or en tant que guide scout, je pensais à faire quelque chose de différent et l'idée m'est venue d'aider les filles au Zimbabwe. La lycéenne de 16 ans a fabriqué des boîtes de collecte qu'elle a disposées à divers endroits de son quartier en Virginie où les gens déposent leurs dons, des produits de santé et des vêtements. J'ai commencé à recevoir constamment des dons et surtout à faire passer le message à mes amis. Ensuite, ils le disent à leurs parents et tout le reste. Après des mois de collecte, Nila Mpofu se retrouve devant des montagnes de produits de première nécessité et des produits d'hygiène féminine dont elle a besoin pour son projet. À l'intérieur du sac, j'ai une brosse à dents et une serviette, puis des sous-vêtements. Et en allant au Zimbabwe, je vais y ajouter du dentifrice, des serviettes et des tampons supplémentaires. Help for Others est une association à but non lucratif dirigée par la mère de Nila. Je l'ai soutenu avec des dépliants juste pour l'aider à faire passer le message et à le mettre en contact avec des gens au Zimbabwe. Nila s'est rendue au Zimbabwe et a rencontré des adolescentes à qui elle a distribué des paquets tout en les sensibilisant sur l'hygiène. Ce projet conçu au départ pour aider les filles du Zimbabwe a finalement montré à Nila son potentiel pour l'avenir. Le doux souvenir de ce voyage, dit-elle, n'a pas de prix. Bravo ça fait plaisir de voir ça. Ça fait vraiment plaisir de voir cette jeune fille. Et ça inspire aussi d'autres personnes. Si tout le monde fait un peu comme ça, exactement. Ça fait de grandes choses. Voilà. En tout cas, bravo à elle. Bravo. Voilà, toute autre chose, c'est notre sujet, la question hashtag vous et nous de cette semaine. De quelle manière souhaitez-vous que vos compatriotes de la diaspora aident efficacement se rester au pays? Comment vous voulez qu'ils puissent aider ou assister? Alors, Mac Adams à Niamey. Toutes les priorités en Afrique, mais l'éducation, la santé et l'agriculture sont les plus importants. Là où il faut commencer, c'est le développement à la base. Roni Alia en Italie, c'est très difficile de répondre à cette question car souvent nous concevons des projets qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et Ben Parker, Mputu Kinshasa RDC, c'est ancré en micro ou macro-entreprise au pays aidant financièrement et logistiquement ses compatriotes ayant des projets qui peuvent aider le pays à se développer. En tout cas, c'est déjà le moment de prendre une courte pause. On espère vous revoir dans quelques instants avec plein d'autres surprises, de beaux reportages. À tout de suite.
Vous et nous, part 2, English Time, comme d'habitude avec Michel Joseph. Vous avez très bien compris, hein, elle nous revient avec une nouvelle leçon d'anglais. C'est Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment distinguer ces deux expressions qui semblent avoir le même sens et s'employer de la même façon? Essayons de comprendre ces nuances. For et since. Par exemple, la phrase How long have you lived in Washington? Cela fait combien de temps que vous vivez à Washington? Vous pouvez répondre de ces deux façons-là. For 10 years, cela fait 10 ans. Ou bien since 2009, depuis 2009. Donc, quand on se sert de l'expression for, ça se réfère à une période de temps, mais ce n'est pas spécifique. Par exemple, We are going to New York for the weekend. Nous allons à New York pour le week-end. I have studied English for many years. J'étudie l'anglais depuis très longtemps. Ce sont des durées non spécifiques. Ce qui est pratique avec l'expression for, c'est qu'on peut parler du passé, au présent et au futur, sans changer l'expression. Par exemple, Last year, I traveled for 3 weeks. C'est au passé. L'année dernière, j'ai voyagé pendant 3 semaines. I'm traveling for 3 weeks. C'est au présent. Je voyage pendant 3 semaines. Next year, I'm traveling for 3 weeks. Au futur. L'année prochaine, je voyagerai pendant 3 semaines. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur notre site voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Le vendredi 19 juillet dernier, c'était la finale de la CAN qui opposait donc le Sénégal à l'Algérie. Et en marge de ce festival, un jeune Français d'origine guinéenne s'est fait tuer. Et les réactions n'ont pas tardé à se faire voir, comme celle du président sénégalais qui a dit « Je condamne le crime odieux perpétré contre Mamoudou Bari, un citoyen guinéen de France, suite au match Sénégal-Algérie. Je présente mes sincères condoléances à sa famille éplorée, au peuple frère de Guinée et au président Alpha Condé. » Alors, il faut aussi expliquer que ce crime a été vraiment très mal vécu en France, tout comme en Afrique, car ça a fait la une des journaux. Ce jeune homme s'est fait traiter de sale noire, on va vous massacrer. Et ce sont ces insultes qui ont précipité un tragique destin d'un jeune homme prometteur, déclenchant au sein de la communauté africaine en France et même en Afrique une vague d'émotions inégalées et un sentiment d'impuissance, de colère et même d'indignation face à ce nombre croissant qu'on appelle de racisme anti-noir ou négrophobie. Alors l'auteur de l'attaque est d'origine turque. Il a été jugé inapte à faire la garde à vue et a été transféré dans un hôpital psychiatrique. Donc on suivra cette affaire de très près. De très près. Le président Trump s'est entretenu personnellement à son initiative avec le Premier ministre de la Suède, un pays où est détenu le rappeur américain A$AP Rocky. Donald Trump a affirmé samedi qu'il était prêt à se porter personnellement garant du rappeur américain A$AP Rocky, détenu alors en Suède, et qu'il avait fait savoir au Premier ministre suédois Stefan Löfven le sort du rappeur américain A$AP Rocky qui est au centre des tractations diplomatiques depuis que Donald Trump a annoncé sur Twitter vendredi dernier. A$AP Rocky, 30 ans de son vrai nom, Rakim Mayers, a été placé en garde à vue le 3 juillet à Stockholm à l'issue d'un concert en compagnie des 3 autres personnes où il y avait une bagarre qui s'est passée. C'était le 30 juin dans les rues de la capitale suédoise. Le 5 juillet, un tribunal a ordonné son incarcération au motif qu'il existait un risque de fuite à l'étranger. Donc ils sont décidés de le garder. Tout autre chose, on va partir tout de suite en direction du Niger à la rencontre du comédien Maman. De retour chez lui, sur la scène du Palais des Sports de Niamey, l'humoriste a annoncé la construction d'une école de comédie qui offrira une formation à tous les métiers du divertissement. Les précisions avec Irénée Hermanumbo. C'est avec toute sa clique du Parlement du Rire que le comédien Maman s'est installé au Palais des Sports de Niamey, le temps d'un spectacle inédit. Alors, chers amis, l'occasion est exceptionnelle.
Après ce spectacle au cours duquel Maman a annoncé son ambition de construire une école de comédie au Niger, cap sur le site qui doit abriter les locaux de la future école du rire. C'est là-bas. Ah ouais. L'école va surgir et le sable, sous le sable il y a le pétrole, sous le sable il y a l'uranium. Et bien là, sous ce sable-là, c'est le savoir qui va pousser, c'est le talent qui va éclore. C'est vraiment à l'image de la vie, quoi. L'objectif de Maman est de représenter dans son pays d'origine son imaginaire, le Gondwana, un méga pays qui réunit toutes les nationalités du continent autour de l'art, du rire et sans aucune distinction ethnique ou religieuse. Ça, c'est donner de l'emploi aux jeunes africains, donner un espoir à ces jeunes-là, leur dire voilà, on peut créer des emplois chez nous, en Afrique. Donc restez chez vous et que ce genre d'initiatives se multiplient. Nous sommes tous musulmans, chrétiens, nous sommes des êtres humains et ça va être une école vraiment pour apprendre la liberté aux gens, l'amour de la vie, le vivre ensemble, c'est ce qu'on veut. Avec l'école de comédie du Gondwana, Niamey pourrait devenir la capitale de cette république imaginaire. Située entre le Burkina, le Mali et le Nigeria, des pays en proie à des attaques djihadistes, elle pourra servir d'arrière-plan de lutte contre l'extrémisme dans la région. Ah, j'adore son fameux Parlement du rire. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, Etienne. Oui. Ouais, d'accord. Donc, toi, tu adores le rire aussi, c'est sûr. Oui, que là... ça fait du bien de rire. Ben oui, un vrai phénomène, ce monsieur, un vrai phénomène continental. Maman va ouvrir, comme on l'a bien compris, une école à Niamey, un comedy club à Abidjan, avec comme but faire émerger une scène d'humoriste 100% africain. Bravo, bravo, le bravo. Comedy Club à Abidjan, ouais, du tonnerre. Oui, ouais, vraiment Abidjan. Hein. Toi qui connais trop bien Abidjan d'ailleurs. Ça vaut trop le coup, quoi. Faudra que... Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on fasse un visite-nous là-bas. Voilà. C'est dit. C'est dit. Toute autre chose. Hein. Souvent, les immigrants de nombreux pays arrivent aux États-Unis et se lancent dans le secteur de la restauration dans l'espoir d'assister la prochaine génération de suivre des études supérieures ou universitaires. Une immigrante en provenance de Chine a suivi un parcours différent, commençant par la recherche sur le cancer, puis la suite en tant que restauratrice. Elisabeth Lee de VOA l'a rencontrée à Houston. Elle nous raconte comment et pourquoi elle a quitté le laboratoire et a opté pour un tablier de cuisine. Suivant. Dans cette cuisine, un ingrédient fait venir les clients. Je pense que c'est le poivre frais de ma ville natale. Les graines de poivre quittent Chongqing, la ville natale de la propriétaire près du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, pour arriver le lendemain dans son restaurant de Houston, appelé Pepper Twins. Le poivre crée une saveur appelée mala, un picotement anesthésiant et épicé. Yunan Yang a ouvert son premier restaurant il y a 4 ans. Depuis, son empire comprend 6 établissements répartis dans Houston. Son parcours est atypique. Yang est arrivé aux États-Unis en tant que chercheur post-doctoral en cancérologie dans la petite ville de Madison dans le Midwest, au Wisconsin. Elle a expliqué que l'exposition à des matières radioactives et à des produits chimiques avait eu des effets néfastes sur son corps. Comme d'autres gens du secteur, je saignais chaque jour et cela pouvait arriver à tout moment. Aussi, après avoir fait 2 fausses couches, j'ai dû prendre une grande décision. Yang a décidé de changer de carrière pour préserver sa santé. Son inspiration pour la restauration est venue lors d'un voyage à une conférence en Californie. Nous sommes passés devant un restaurant chinois et il y avait une file d'attente d'1 heure. Dans notre petite ville de Madison, nous n'avions pas de bons restaurants chinois. Yang n'a pas ouvert un restaurant dans une enclave chinoise comme beaucoup d'autres avant elle. Elle a choisi d'opérer en dehors des communautés chinoises dans des quartiers plus riches. À Houston, la ville la plus diversifiée d'Amérique, elle explique que les habitants ont développé un goût très prononcé pour la cuisine chinoise. Les clients américains peuvent différencier les restaurants chinois authentiques de ceux qui ne le sont pas, parce qu'ils apprennent en voyageant beaucoup dans le monde. Ils savent à quoi ressemble la nourriture chinoise authentique. Yang a non seulement une entreprise de restauration à succès, mais aussi 2 enfants qui ont inspiré le logo de Pepper Twins.
Eh ben, c'était une excellente initiative, passer de son tablier avec ses recherches par rapport au cancer à ça. Et j'ai rencontré beaucoup de gens ici. Je ne sais pas si tu en as rencontré ici aux États-Unis, mais ça m'a étonné parce que c'est un phénomène que j'ai vu seulement ici aux États-Unis. J'ai vu des avocats, mais des grands avocats, qui se décident un matin, c'est dire c'est fini. Je ne vais plus exercer mon travail d'avocat ou de juriste. C'est courageux parce que vu le prix des études en droit... Et vu l'argent qu'ils font en tant qu'avocat ou médecin. Ça veut dire que ça rapporte peut-être ces restaurants. On ne sait pas, c'est peut-être l'amour. Toi qui aimes cuisiner. Moi qui adore cuisiner, je ferais. Non, mais c'est vrai. Toute autre chose, on va se quitter avec Farambe, la musique officielle de Football Together. C'est une initiative du groupe Total de créer une musique dans le but de célébrer avec le plus grand nombre la passion du football en Afrique, bien sûr dans les stades, mais aussi en dehors. Mais il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont composé pour le chaque football africain, non ? À chaque fois qu'il y a les CAN ou les Coupes du Monde, il y a toujours des titres qui sortent. Des fois, c'est de façon très spontanée. Et des fois, c'est avec des organisations qui sont derrière. Là, il y en a eu au moins 3. Et puis, pour la Coupe du Monde, c'était ramener la coupe à la maison. Ramener la coupe à la maison. Oui, exactement. Donc voilà, on va voir ce qu'on va avoir comme prochain titre pour la prochaine grande élection. Ça se fait pas dans le tennis, par exemple, et tout ça, c'est bizarre. Dans d'autres sports aussi. Waouh. Comme quoi le foot, c'est très suivi. Le foot, c'est suivi partout. Il y a même des concurrences de titres. C'est fou. Voilà, on dit merci à vous tous de nous avoir suivis via nos stations partenaires. Merci à nos amis qui nous capent à WAF TV, c'est à Dakar. Un grand merci aussi à ceux qui nous suivent via Edan TV, qui nous diffusent partout en Afrique. Et DRTV, c'est au Congo, au Brazzaville. On vous dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.